Salut à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Mon nom est Andy David et aujourd'hui je suis dans le Mistral, dans le sud de la France, du côté de Saint-Rémy-de-Provence pour prendre le volant pour la première fois d'une des voitures les plus attendues de l'année 2023, à savoir la Hyundai Ioniq 6. Voiture électrique très attendue d'abord en raison de son design particulièrement audacieux, mais aussi parce qu'elle annonce 614 km d'autonomie selon le cycle WLTP. On va vérifier notamment si ces chiffres sont réalistes ou pas. Aujourd'hui, on va avoir l'occasion de faire 250 km, ça va être un premier aperçu de cette voiture, on reviendra bien évidemment dessus sur Automobile Propre. D'ailleurs, pour tout savoir sur le véhicule électrique, le véhicule hybride, la voiture de demain, je vous invite à vous abonner à la chaîne Automobile Propre et à découvrir nos vidéos. N'oubliez pas de cocher les notifications pour recevoir une alerte à chaque fois qu'on publie quelque chose de nouveau sur notre chaîne YouTube. Cette Ioniq 6, c'est une berline de 4,85 m de longueur, ce qui la situe quelque part entre une Tesla Model 3 et une Tesla Model S. L'empattement est assez long, 2,95 m, la hauteur 1,49 m, la largeur 1,88 m. J'avoue, j'attendais avec une certaine impatience de la voir en vrai, cette voiture, parce que déjà la Ioniq 5 nous avait pas mal déstabilisé sur ses proportions, puisque c'est une voiture beaucoup plus grande que ce dont elle a l'air en photo ou en vidéo. Ici, la déstabilisation, c'est la hauteur. Cette voiture fait 1,49 m de haut, et donc elle présente une taille de berline assez classique. C'est 9 cm de plus, par exemple, en hauteur qu'une Peugeot 508. Alors, les équipes du designer Simon Losby nous ont conçu une voiture très profilée, 0,22 de CX pour cette version avec les rétros classiques, c'est 0,21 avec les rétro caméras. Allez, on va voir quelques détails ensemble. Je commence par l'avant. Allez, on a les feux LED avec les petits pixels qui sont la nouvelle identité de Hyundai qu'on retrouve aussi ici. Capot très lisse, un petit côté Porsche ou Mercedes CLS. La calandre est remplacée par cette bande noire qui comporte notamment ici cette petite caméra et aussi les lidars sur les côtés. Les jantes sont très typées aéro, avec les petites ouvertures quand même pour refroidir les épais disques de frein qui se trouvent en dessous. On est chaussé en Hankook Ventus S1 Evo 3, ce qui veut dire que c'est des pneus qui sont à la fois plutôt bons en grippe et plutôt bons en efficience. Ils sont notamment marqués A pour l'efficience énergétique. Voilà, encore la petite caméra sur le rétro. Ici, le rappel de clignotant, là aussi avec les pixels. On a ici, sur ce véhicule, les poignées affleurantes. Alors on a un effet Model 3 sur le pavillon, puisqu'on n'a pas de rupture nette, entre guillemets, entre le pavillon et le pare-brise, sauf qu'ici c'est un toit ouvrant classique, c'est pas un toit entièrement vitré comme chez Tesla. Et évidemment la partie la plus surprenante de cette voiture, c'est sans doute ce pavillon extrêmement tombant à l'arrière, avec ce double béquet et cette ligne là aussi de pixels qui fait feu stop et signal lumineux la nuit. Voilà, c'est une voiture assez étonnante point de vue esthétique. Je sais pas ce que vous en pensez, on peut en parler dans les commentaires ci-dessous. Alors il y a du Mercedes CLS, il y a du Porsche, il y a du Streamliner des années 30, ça c'est les références un petit peu officielles. Moi je vais donner une référence un peu officieuse, et ça va peut-être pas leur plaire chez Hyundai. Cette voiture, ça me fait penser à la Ford Sierra. Pourquoi la Ford Sierra? Parce que dans les années 80, à l'époque où tout le monde taillait ses voitures à la serpe et faisait des angles aigus, Ford avait conçu une voiture très propre, très lisse aérodynamiquement, fille de la crise pétrolière de 1979, la deuxième crise pétrolière, et qui était une des premières voitures à avoir pensé vraiment énergétique. Et la Sierra est devenue culte en Allemagne ou en Angleterre, un petit peu moins chez nous. Mais voilà, c'est une voiture qui a vraiment marqué l'histoire du design, et je trouve que la Ioniq 6, finalement, elle en reprend un petit peu la démarche. Cette Hyundai Ioniq 6, elle est proposée avec deux motorisations. La première qu'on essaie aujourd'hui, c'est la propulsion. Il y a donc un seul moteur synchrone à aimant permanent situé sur le train arrière, qui est donné pour 229 chevaux. Mais elle est également proposée en version 4 roues motrices, avec un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, qui cumule 325 chevaux. Notre version du jour, elle est équipée de jantes 18 pouces, ce qui promet donc la meilleure autonomie possible sur cette voiture. Le pack batterie est situé sous le plancher, il propose une capacité de 77,4 kWh, ça c'est du net. La composition, c'est du lithium-ion, nickel, manganèse, cobalt, du classique, qui équipe également la Ioniq 5. Alors je me suis mis un petit peu plus à long pour vous présenter en détail l'intérieur de cette Ioniq 6. Alors on retrouve l'agencement général de la Ioniq 5, c'est-à-dire ces deux écrans situés devant moi. On a quelque chose de très lumineux, très horizontal. Il y a une grosse différence, c'est la présence de cette console centrale. Dans la Ioniq 5, on a un sentiment énorme d'espace. Ici, c'est un peu moins le cas parce qu'on a ce meuble, entre guillemets, entre le passager et le conducteur. Le combiné d'instrumentation, alors ça se contrôle notamment avec
les commandes qui sont situées sur le volant. Voilà, on a les infos de conduite, les moyennes, etc., les consommations, la navigation, la pression des pneus. C'est plutôt classique, c'est plutôt lisible. J'aime bien le fond blanc, notamment qui rend les chiffres très clairs. La vitesse, on aurait pu l'avoir un petit peu plus grande à mes yeux, et l'autonomie restante, par contre, c'est très clair. La batterie, c'est situé ici, enfin l'état de la batterie, donc 87%, il me reste. Ici, on a l'état de la régénération, qui se contrôle via des palettes qui sont plutôt réussies, qui se mettent sur le volant. Voilà, donc on a la l'e-pédale, donc c'est, on peut conduire avec un seul pied. Devant moi, le volant, 2 branches, un petit peu vintage dans sa présentation, agréable au toucher. Ici, on a le sélecteur de mode de conduite. Les commandes de climatisation sont accessibles directement. On monte, on descend ici. Peut-être qu'on aurait préféré un sélecteur rotatif, un peu à l'ancienne. Et on a un accès direct aux principales commandes de l'écran d'infodivertissement ici. Et moi, j'aime beaucoup. On a la caméra de recul accessible directement en un clic. Pas besoin de passer par l'écran. Ça, c'est pratique quand on est en manœuvre. Donc, cette console centrale spécifique à la Ioniq 6, elle comporte ici donc le chargeur à induction. Attention, c'est pas sur toutes les versions. Un port USB classique. On a aussi des ports USB-C dans ce rangement situé au milieu, qui est pas énorme, hein. Il est profond, certes, mais voilà, on n'a pas une place énorme pour mettre nos petites affaires. Alors moi, je suis assez surpris parce que je trouve que c'est très années 90, mais finalement, on a les commandes de vitre électrique au centre et non pas ici sur le côté, parce qu'en fait on n'a rien sur cette porte. On a juste cette espèce de chose qui n'est pas un rangement, que je trouve pas très judicieuse. Et puis on a des bacs de porte, on peut pas mettre grand chose, notamment vous voyez la bouteille elle est petite. On peut pas mettre une grande bouteille 1,5 litre, et encore celle-là elle rentre au chausse-pied. Donc ça c'est un petit peu dommage. Par contre on a une belle enceinte Bose. En ce qui concerne les finitions, tout est dur. On peut se passer des matériaux mous, il n'y a pas de problème. Autre question que je me pose à propos de cette console centrale, c'est qu'on utilise des matériaux recyclés. Je trouve ça très bien. Simplement, la présentation, elle n'est pas aussi plaisante que dans la plupart des voitures au même prix. Et cette matière recyclée, je me demande vraiment comment elle vieillit au fil des années et des kilomètres, lorsque on a des choses qui griffent, quand on a des clés qui laissent leur empreinte, etc. Donc je suis vraiment curieux de voir au fil des années comment cette voiture évolue et si les plastiques résistent bien au temps. Alors on va un peu tester les capacités de l'écran central. Carte. Oups, ça lag un petit peu, mais c'est acceptable. Donc on retourne au menu. Donc on a les caractéristiques d'économie du véhicule, la navigation, la téléphonie. Évidemment, cette voiture, elle est compatible Apple CarPlay et Android Auto, donc vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités de votre smartphone, et on peut descendre dans les paramètres classiques, reconnaissance vocale, etc. Il y a beaucoup de choses, hein. C'est peut-être un petit peu pas forcément hyper intuitif, mais ça présente pas mal en design et j'ai l'impression que ça répond plutôt rapidement. Donc on est, on va dire, dans la très bonne moyenne actuelle. Et maintenant, on va passer derrière. Et je crois que les passagers sont plutôt bien traités. Allez, me voilà aux places arrière et je dois bien dire que c'est remarquable, notamment en termes d'espace aux genoux, parce que moi, j'ai réglé la conduite pour moi. Je fais 1m77 et j'ai... Allez, ça, l'espace devant mes genoux, là, on est dans l'habitabilité digne d'une Skoda. En revanche, je suis un peu moins convaincu par la garde au toit. Bah là, je vous le redis, je fais 1m77. On va dire que mes cheveux frisent un petit peu le plafonnier. Et on a une position assez typique des voitures électriques, hein, où on cherche à abaisser le pavillon pour l'aéro et où il y a la batterie en dessous des pieds. Où classiquement, on a un peu les jambes qui remontent, les genoux qui remontent, parce que le plancher est haut. Et on est un peu penché en arrière. Donc, position des passagers arrière, oui, c'est génial en espace. Non, c'est un peu moins bien parce que la position, je trouvais pas extrêmement confortable, mais on peut facilement détendre les jambes. Et on est aussi bien traité avec les aérateurs individualisés, les aumônières transparentes ici pour ranger les petites choses en plus. Et j'en arrive au sujet qui fâche, à savoir le coffre. L'ouverture n'est pas très grande, le seuil est plutôt haut, ça m'arrive à peu près aux hanches. Alors on a beaucoup de profondeur et des sièges rabattables de tiers à tiers, mais par contre, là on a une plage basse. La contenance totale est de 400 litres. Une Honda Civic qui fait 30 cm de moins en propose déjà plus.
Sous le tapis, on a quand même de la place pour les câbles de recharge. C'est très profond, c'est un peu difficile d'accès. Donc ça, vraiment, on va dire que c'est le sujet un peu embêtant sur cette voiture, c'est qu'on a une très grande voiture, mais un coffre un peu décevant de seulement 400 litres de capacité. Allez, j'ai été un peu méchant avec le coffre à l'arrière. Il y a quand même un frunk qui permet de ranger notamment les câbles. Il propose une quarantaine de litres. C'est antidérapant en bas. Et puis on a les accès faciles aux pièces qui sont situées sur le train avant, les liquides, etc. On va dire que ça, c'est le moyen pour la voiture de s'excuser un petit peu du manque de place à l'arrière. Allez, petit détour par le centre-ville historique de Saint-Rémy-de-Provence pour prendre connaissance des capacités de cette Ioniq 6 en milieu urbain. Alors, première constatation, c'est qu'on a une assez belle vision périphérique. Je dirais que sur les 2 tiers avant, on voit assez bien ce qu'on fait. On voit pas le capot, par contre. Ça, c'est à noter pour les manœuvres. En revanche, je trouve qu'en vision arrière, on pourrait faire mieux. C'est un peu comme la Tesla Model 3, vous savez, la plage remonte haut parce qu'il faut ménager de la place dans le coffre. Alors on a le rappel ici, sur le tableau de bord, quand on met le clignotant pour tourner, on a une sorte de rappel du rétro, ça c'est plutôt bien vu. Alors on a une direction très légère, c'est très agréable en ville, notamment quand voilà, on évite les obstacles. Bon, c'est quand même un grand gabarit, cette voiture, elle fait 1,88 m de large, 4,85 m de long. Les montants sont pas très épais, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça permet de bien appréhender les autres utilisateurs de la chaussée, comme ce monsieur. Petit test, tiens. Rayon de braquage. Alors cette voiture, rayon de braquage 11,60 m, donc on voit que c'est un peu limité, elle pivote pas très bien, et il n'y a pas de roue arrière directrice, comme c'est le cas par exemple dans la Mercedes EQE, qui est un poil plus longue. On a quand même un empattement de 2,95, donc ça pardonne pas. Donc voilà, en manœuvre, c'est à peu près équivalent à une Tesla Model 3. Rien de catastrophique, mais voilà, c'est pas une petite citadine qui tourne facilement. Allez, on va faire le petit créneau pour tester la caméra de recul et sa définition et sa qualité. Molette, marche arrière. Et vous voyez, on a sur cette finition la vue à 360 degrés. C'est de bonne qualité, Il faut dire ce qui est. L'écran, on prend bien connaissance du terrain. C'est facile. Je suis toujours prudent dans les créneaux. Ça m'évite d'avoir l'air bête après et de refaire des jantes. Tout s'est bien passé. On a les petits bip bip qui vont bien. Franchement, en ville, une voiture plutôt agréable malgré un gabarit assez imposant. Allez, dernière traversée d'agglomération avant de prendre la route. On arrive sur un gendarme couché. Voilà. Bon, évidemment, c'est un peu ferme en attaque, en compression. C'est la loi du genre, 1985 kg. Et on va sortir du village, attaquer la route. On se met en mode sport. Allez, gaz. Oui, ça accélère pas mal. Là, en mode sport, en plus, la course d'accélérateur est un petit peu raccourcie. Malgré l'unique moteur situé sur le train arrière, 229 chevaux, il y a 350 Nm de couple. Donc ça part, c'est très très suffisant pour de la conduite quotidienne. Direction, même en mode sport, elle est assez légère et peu informative malheureusement. Allez, petit test de freinage à l'entrée du village, il n'y a personne. Bon, course, l'attaque est un petit peu molle, j'ai trouvé. Il m'a mis les warnings. C'est que j'ai freiné fort. L'attaque est un peu molle, ça manque un poil de naturel dans le ressenti, mais ça mord bien. Allez, hop, on est reparti. Alors je sais pas si c'est le centre de gravité ou le tarage qui est différent, mais c'est réglé un petit peu moins souple que dans une Ioniq 5 qui laisse davantage de mouvement de caisse. Ici c'est un peu plus bloc, un peu plus ferme. On va dire que c'est un confort très acceptable pour un véhicule électrique. Le 0 à 100 est bouclé en 7 secondes 4, ce qui est évidemment performance de sportif d'il y a 15 ans et qui aujourd'hui avec les véhicules électriques nous paraît normal. Bon, et me voici sur l'autoroute A7 au volant de cette Ioniq 6. On va commencer par parler confort. Alors je mettrai un très bon point sur l'insonorisation côté roulement. C'est-à-dire que on entend très peu les pneus travailler, on entend très peu la route. En revanche, ça souffle pas mal au niveau du pare-brise. Et je trouve que voilà, l'isolation phonique, elle est un peu moins bien soignée que dans d'autres véhicules, malgré la présence de verre feuilleté. Donc a priori, Hyundai a fait les efforts nécessaires, mais on va dire que peut-être que le Mistral qu'on a en face n'aide pas, mais on a un peu de son, on a un peu de bruit d'air, ça souffle un peu, notamment du côté du pare-brise. Alors notre version haut de gamme exécutive,
elle est équipée du maintien sur la voie, du régulateur intelligent et de la capacité à basculer d'une file à l'autre en mettant le clignotant. Alors on va essayer de se mettre sur la voie de gauche. Ouais, ça marche. Une petite impulsion sur le clignot. Voilà. Et on va se remettre sur la voie de droite. Un petit coup de clignot. Ah non, on ne veut pas me prendre en charge parce que il y a des travaux. Et donc la voiture elle est perturbée par les plots. Je vous dirais que ça marche une fois sur deux. Parce que soit vous mettez une impulsion un peu trop forte dans le volant en tournant vous-même et ça marche pas. Soit il y a des éléments dans l'environnement, par exemple une voiture qui est placée à une distance trop proche, etc. Quand ça marche, c'est pas mal. Alors, on a l'affichage tête haute qui est bien pratique en conditions autoroutières. Alors je profite d'être bloqué à 70 par les travaux pour vous parler du sujet consommation. Donc sachez que cette Ioniq 6, elle est homologuée donc avec 614 km d'autonomie. La note fait un petit peu moins parce qu'elle a les rétroviseurs classiques et pas les rétro-caméras. Donc, on estime que ça fait perdre une vingtaine de kilomètres. Donc, on va dire, allez, 595. Et ça, c'est avec les pneus 18 pouces. Si vous optez pour les 20 pouces, vous perdez 70 km d'autonomie supplémentaire. Si vous optez pour cette version exécutive, qui est un petit peu au-delà de la barre des 60 000 €, vous avez les 20 pouces ou vous pouvez les enlever et demander des 18 pouces. Auquel cas, on vous enlève 500 € de la facture. Vous gagnez 20 kg. Et vous gagnez 70 km d'autonomie. Je pense que vous avez fait l'opération par vous-même. Les 20 pouces, c'est pas une très très bonne idée. Alors cette voiture aussi, dès le deuxième niveau de finition, elle est équipée de la pompe à chaleur, ce qui fait gagner, quand il fait par temps froid, comme aujourd'hui, une vingtaine de kilomètres d'autonomie à peu près. Les aides à la conduite, que ce soit le maintien sur la voie ou aussi le rappel que vous êtes éventuellement au-dessus de la limitation de vitesse, sont très très présentes dans cette voiture. C'est bien réglé, mais c'est très présent. Il y a beaucoup de sonneries, beaucoup de bip bip, etc. Voilà, le maintien sur la voie, ça marche pas mal. On peut se laisser guider un petit peu par la voiture tout en gardant bien les mains sur le volant, évidemment. Sans qu'il y ait un petit peu de... il y a beaucoup de vent aujourd'hui. La voiture travaille un tout petit peu, là, il y a un petit peu de prise au vent. Beaucoup moins dans une Ioniq 5, qui évidemment souffre de sa taille bien supérieure et de son aéro beaucoup plus défavorable. On fera un point de consommation. Quand on sera arrêté... on va bientôt trouver une borne Ionity, ça va nous permettre de faire un point sur la consommation, etc. J'ai un chiffre très provisoire parce que ça fait pas très très longtemps que je suis sur l'autoroute. Pour l'instant, je suis à 22,9 kWh, enfin 22,9 kWh au 100 km. Mon camarade Max Fontanier avec la Ioniq 5, il tournait autour de 26-28 kWh. Donc évidemment, l'aérodynamique, on voit qu'on est largement en dessous de cette marque. Alors cette voiture, elle est aussi dotée du préchauffage de la batterie lorsque vous approchez d'une borne rapide. Ça permet évidemment d'accélérer la recharge quand vous arrivez, quand vous vous branchez. Mais pour l'activer, il faut rentrer dans le GPS et bien rentrer comme destination ou sur le planificateur l'endroit où vous arrêtez, sinon ça marche pas le préchauffage. Difficile d'établir une moyenne fiable sur notre parcours en raison des conditions météo. Sur la première section, largement routière et urbaine avec le Mistral dans le dos, nous avons relevé 17,8 kWh au 100 km en moyenne. Au retour, avec le vent dans le nez et sur un trajet plus autoroutier, l'ordinateur de bord nous indiquait 22,7 kWh au 100 km. Comptez donc sur une moyenne mal taillée de 20 kWh au 100 km et largement moins si vous pratiquez l'éco-conduite. Ceci amène l'autonomie de la voiture dans une fourchette située entre 400 et 500 km réels, une performance à saluer avec une batterie dont la capacité reste raisonnable. Le Mistral souffle très fort, donc je me suis réfugié à l'intérieur de l'habitacle sur le siège passager, je me suis mis bien pour conclure cette vidéo. Je dois dire que là avec la borne Ionity, ça dépote. Le constructeur annonce 239 kW de puissance de recharge avec le système 800 volts, qui est l'un des principaux arguments de cette voiture. Et bien en conditions réelles, je regarde le tableau de bord et je vois 234, donc contrat rempli. Donc on a une recharge de 10 à 80% annoncée en moins de 20 minutes. C'est sans doute l'avantage principal de cette auto par rapport à ses concurrentes. Sur une wallbox 11 kW, comptez 7 heures et 10 minutes pour passer de 10 à 100% de la batterie. Donc la Ioniq 6, si on se résume, c'est une berline relativement confortable, plutôt moderne, avec une présentation assez intéressante. En revanche, les tarifs sont un peu élevés. Alors j'ai pris mes petites notes. Ioniq 6, ça commence à 52 200 € avec maintien dans la voie, caméra de recul, reconnaissance des panneaux et régulateur intelligent. En revanche, si vous voulez
la version haut de gamme que l'on conduit aujourd'hui, 61 300 €. On a l'affichage tête haute, la caméra 360, le V2L extérieur, donc la possibilité de recharger par exemple votre barbecue grâce à votre voiture, le stationnement à distance et le système audio Bose. Alors évidemment, l'événement des dernières semaines, c'est le recul des tarifs chez Tesla, avec notamment la propulsion qui passe dans la zone bonus et bénéficie donc de l'aide d'État. Ça enlève un petit poil d'intérêt à cette Ioniq 6 qui propose tout de même 16 cm de plus en longueur et la recharge à 800 volts. Et on voit, ça va à une vitesse démentielle quand on a le bon chargeur. Ça, c'est sans doute voilà l'argument le plus intéressant, en tout cas pour cette voiture. Pour moi, c'est le système de recharge 800 volts et la possibilité sur autoroute notamment de recharger sa voiture le temps d'un café, ce qui est moins le cas d'autres véhicules électriques. Voilà, on espère que cette vidéo vous a intéressé. Je serais curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. On en discute ci-dessous et on se retrouve très vite sur Automobile Propre. Ciao.